cette nouvelle et dernière vidéo de notre série d'Halloween, je vais vous raconter des légendes urbaines où la fiction se mélange à la réalité. Slenderman. Slenderman est une créature mythique, souvent représentée comme un personnage grand, mince, au visage blanc et portant un costume noir. Il peut étirer ou raccourcir ses bras à volonté et possède des appendices ressemblant à des tentacules qui s'étendent dans son dos. Dans un premier temps, il a été dépeint comme un personnage malveillant et dangereux. Il traque ses victimes, les empale sur des arbres pour prélever leurs organes. D'autres versions le définissent comme plutôt passif-agressif. Il ne chasse pas activement, mais laisse plutôt sa victime devenir folle jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus faire face. Si Slenderman se met en colère, il attaque sa victime et la conduit dans un autre endroit. Quoi qu'il en soit, il traque ses victimes très longtemps. En effet, il arrive que les victimes soient suivies pendant des mois. Slenderman peut provoquer des pertes de mémoire, des insomnies, de la paranoïa, des quintes de toux, des distorsions photographiques ou vidéo. Il a également la capacité de se téléporter à volonté. The Slenderman a été créé le 10 juin 2009 sur un fil de discussion sur le forum internet Something Awful. Le fil était un concours Photoshop dans lequel les utilisateurs ont été mis au défi de créer des images paranormales. Les utilisateurs de Something Awful ont rapidement commencé à partager leurs créations avec des images de fantômes, généralement accompagnées d'un récit pour le rendre plus convaincant. Le 10 juin, Victor Church, de son vrai nom Eric Knudsen, a posté 2 photos en noir et blanc. Ces images affichent des groupes d'enfants accompagnés d'une grande et mince figure spectrale portant un costume noir. Surge a complété son post avec une description sur les enlèvements de ses enfants et donnant au personnage le nom de The Slenderman. Ce personnage fictif s'est malheureusement transposé dans la réalité. Le 31 mai 2014, à Waukesha, dans le Wisconsin aux États-Unis, 2 filles de 12 ans ont attiré leur meilleure amie Peyton Lettner dans les bois. Anissa Weir et Morgan Jaser l'ont alors poignardée pour devenir les mandataires du personnage fictif Slenderman. En effet, le trio fêtait l'anniversaire de Morgan avec une soirée pyjama. Le lendemain matin, les 3 amis se sont rendus au parc où Peyton a subi ses premières attaques. D'abord dans les toilettes du parc, Anissa a essayé d'assommer Peyton selon la déclaration de Morgan à la police. Puis elles l'ont conduite dans les bois pour terminer leur attaque. Anissa a expliqué la raison de cette violence. Elle avait peur, selon elle, que la demande de Slenderman de tuer Peyton ne soit pas honorée, car ce dernier pourrait assassiner sa famille. Peyton a été plaqué au sol et poignardé 19 fois, dont 5 blessures sur son bras, 7 sur sa jambe, restent éparpillées sur son torse. Elle est restée en soins intensifs pendant des semaines et avait 25 cicatrices. Ils ont poignardé Peyton au genou, au bras, à la poitrine avec un couteau de cuisine. L'un des coups de couteau a manqué une artère de moins d'1 millimètre, tandis que les 2 autres ont touché des organes critiques. Le chirurgien cardio-thoracique qui a opéré Peyton, le docteur John Kellman, a déclaré qu'elle n'aurait pas survécu si le couteau avait été plus loin, ne serait-ce que d'un cheveu. Un des coups a traversé son diaphragme et a pénétré dans son foie et son estomac. Après qu'Anissa et Morgan l'ont abandonnée à la mort, Peyton a rampé hors des bois jusqu'à un chemin étroit où elle a été découverte par un motard qui tentait de lui sauver la vie. Anissa et Morgan ont été appréhendées par la police près d'une bretelle d'autoroute. Elles ont déclaré à la police qu'elles se rendaient à la propriété de Slenderman afin d'emménager avec lui. Elles ont précisé qu'elles pensaient que Slenderman était sincère et que le seul moyen de gagner ses faveurs était de commettre le meurtre. Il a fallu des semaines à Peyton pour pouvoir respirer sans difficulté après avoir passé 6 jours à l'hôpital.
Son rétablissement physique a été complet au début de la nouvelle année scolaire. Anissa et Morgan ont toutes deux plaidé coupables en 2017. Été finalement déclarées non coupables en raison d'une maladie ou d'une déficience mentale. Elles ont été condamnées à au moins 3 ans d'hospitalisation psychiatrique suivie de dizaines d'années de surveillance dans la communauté. Le documentaire de HBO Beware the Slender Man, paru en 2016, a suivi l'affaire et la tentative de meurtre. Candyman. Daniel Robitaille était un fils d'esclave dont le géniteur avait réussi à faire fortune grâce au brevet de l'invention d'une machine à fabriquer des chaussures. Daniel fréquenta les meilleures écoles et reçut la meilleure éducation possible. Daniel, Candyman, était un artiste peintre qui est tombé éperdument amoureux de la fille dont il devait faire le portrait. Heureusement pour lui, son amour était partagé, mais il n'était pas du goût de son père. Le père, raciste, furieux de cet affront, paya des brutes épaisses et avinées pour lyncher le pauvre Robitaille. Ils le rouèrent de coups, puis le recouvrèrent de miel, le livrèrent en pâture aux abeilles qui le piquèrent jusqu'à la mort. Ils incinérèrent ensuite son corps et répandirent ses restes sur les champs qui deviendront des années plus tard le ghetto de Cabrini Green. On raconte qu'il serait revenu d'entre les morts pour se venger et qu'il dispose à la place de son membre coupé d'un crochet dont il se sert pour éviscérer ses victimes. Prononcez 5 fois son nom devant un miroir et il viendra vous chercher. Apparu dans The Forbidden, une nouvelle de Clive Barker, Candyman a été adapté au cinéma en 1992 et un remake a été réalisé par Jordan Peele. Selon les rumeurs, la nouvelle de Clive Barker serait basée sur un étrange fait divers. AT&T. À New York, sur l'île de Manhattan, au 33 St. Thomas Street, un imposant building de 168 mètres de haut, ne comportant aucune fenêtre, intrigue quelquefois les promeneurs qui passent au pied de la sinistre tour. L'acteur américain Tom Hanks a même publié le 2 juin 2017 sur Twitter une photo de l'immeuble accompagnée du commentaire suivant. C'est le building le plus effrayant que je n'ai jamais vu. Qu'est-ce qui peut bien se passer à l'intérieur ? L'immeuble a été dessiné par le cabinet d'architecture John Carl Wernick & Associates et construit en 1974. Il compte 29 étages, sans la moindre ouverture vers l'extérieur, hormis la porte d'entrée au bas de l'immeuble et d'immenses bouches d'aération au 10e et 29e étage. Le building abrite les équipements de télécommunications de la firme AT&T, le plus grand fournisseur de services téléphoniques des États-Unis et l'un des opérateurs historiques d'Internet aux États-Unis. Il s'agit en réalité d'un important nœud de communication téléphonique servant à relayer les appels longue distance sur les réseaux d'AT&T, d'où son nom, AT&T Long Lines Building. D'après le journal américain The Intercept, qui a enquêté sur le sujet, AT&T Long Line Buildings aurait été conçu pour résister à une attaque nucléaire avec des réserves de pétrole, de nourriture et d'eau permettant à 1500 personnes de survivre en autarcie complète pendant 2 semaines à l'intérieur. D'après The Intercept, qui s'est basé sur des documents rendus publics par Edward Snowden, l'immeuble abriterait aussi un centre d'interception de télécommunications de la National Security Agency, NSA, d'où le nom de code serait Titan Point. Il a permis, entre autres activités, d'espionner les communications des chefs d'État français, britanniques et allemands pendant des années. The Intercept et Tom Hanks ne sont pas les seuls à avoir été intrigués par l'AT&T Long Lines Building. Déjà dans la comédie d'espionnage Winter Kills de William Richards, sorti en 1979, le personnage de John Cerruti, un programmateur informatique très excentrique joué par Anthony Perkins, désigne l'AT&T comme le quartier général d'un système de surveillance globale.
On voit réapparaître également la silhouette menaçante du building dans l'épisode 2 de la saison 11 de X-Files et dans la saison 3 de la série Mr. Robot, où la bâtisse est censée servir de centre de stockage de données pour la diabolique Mega Corporation Evil Corp. Le syndrome de l'Avant-Ville. C'est une légende urbaine liée à la sortie de Pokémon sur Game Boy au Japon en 1996. Le personnage principal, originaire de Bourg-Palette, parcourt la région de Kanto au Japon en quête des Pocket Monsters, les fameux Pokémon à travers 10 villes différentes. L'Avant-Ville, l'une de ces cités, a marqué l'esprit des joueurs en raison de son ambiance particulièrement funèbre. Tranchant avec l'atmosphère colorée et légère du reste du jeu, le joueur y découvre une tour cimetière habitée par les fantômes de Pokémon décédés et les affrontements que le joueur doit mener avec les spectres des créatures sont rythmés par une musique créée par le compositeur Junichi Masuda, elle-même à l'origine d'une macabre rumeur. Le thème de l'Avant-Ville, dont l'étrange mélancolie a marqué les fans de Pokémon, aurait en effet provoqué à la sortie du jeu une vague de suicides au Japon, en particulier chez les joueurs les plus jeunes, provoquée d'après la légende urbaine par le rythme binaural et fréquence suraiguë utilisé dans la première version de la musique utilisée. Si aucun cas n'a jamais été vérifié et attesté, la légende du syndrome de l'Avant-Ville continue de circuler sur Internet. Sweeney Todd. Tim Burton s'est largement inspiré de l'histoire de ces deux artisans qui tenaient un barbeur et une pâtisserie au coin de la rue des Marmoussets et de la rue des Deux Ermites, deux voies urbaines supprimées en 1866 avec la construction de l'Hôtel-Dieu. Actuellement, il s'agit de l'intersection de la rue Chanoinesse et de la rue Colombe, où l'affaire des pâtés sanguinaires qui épouvanta Paris en 1387 se déroula. Après avoir proprement égorgé ses victimes, le barbier passait par une trappe conduisant directement à la cave du pâtissier qui dépeçait, les débitait et les assaisonnait pour en farcir de délicieux pâtés en croûte, si connu et apprécié dans la capitale que même le roi Charles VI s'en serait délecté. Le chien de l'une des victimes finit par attirer l'attention en restant aboyé désespérément toute une journée devant les deux boutiques. Arrêtés, les deux assassins furent brûlés vifs dans des cages de fer place de Genève. C'est tout ce que prétend la légende, du moins relatée dans une comptine composée par un certain Poirier le Boiteux. Puis rue des Deux Ermites, proche des Marmoussets, rue deux âmes maudites, par leurs affreux effets. Barbier sanguinaire, pâtissier téméraire, couvert par un chien, faisant manger au monde par cruauté féconde de la chair de chrétien.